Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une très bonne année. Je fais cette vidéo comme je vous l'ai expliqué avant les vacances, que j'aurais aimé terminer le programme avant, mais bon, on a proposé de faire court pendant les vacances. Bon, c'était un peu mitigé. Vous étiez vraiment de bonne foi, vous avez proposé des dates, etc. Par contre, bon, je me suis dit, je ne vais pas trop les embêter, donc je vous fais cette vidéo de manière un peu inédite. J'ai jamais fait ça. Donc je fais le cours, donc ça prendra pas longtemps, hein, vous allez voir. Juste pour finir au moins le cours et ensuite enchaîner sur des exercices que je vais corriger également, d'accord? Donc vous aurez à peu près tout. Et du coup lundi, bah, peut-être qu'on finira un exercice d'entraînement pour pouvoir faire le BTS blanc, le vrai BTS blanc la semaine d'après. Donc on aura lundi et jeudi pour peaufiner tout ça. Mais en tout cas, je voudrais voilà, boucler ce cours avant la rentrée. Vous, bien sûr, bah, vous sortez votre cours et vous, dans la vidéo, vous pourrez faire pause et pouvez bien sûr, vous pourrez également par la suite réécrire sur votre cours ce que vous voyez à l'écran. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est justement la version prof avec les cases remplies, etc. Alors ne prenez pas comme exemple ce qui est écrit dans le cours, ça a été modifié par la suite. Là, je vous donne une version un peu ancienne, mais c'est pas grave. Donc, ce que j'ai dicté en cours, c'est ce qu'il faut retenir. Si le texte ne correspond pas forcément, bah, c'est pas grave. En tout cas, pour ce qui est déjà écrit. Maintenant, on avait terminé justement, on va rentrer dans le vif du sujet, hein. Donc, on avait terminé le petit TP, la petite démonstration, pour vous faire comprendre un petit peu le lien entre le choix de la monture, le diamètre de commande, les épaisseurs, etc. Donc, on avait fait un lien très fort. Quand on choisit une monture, il faut bien évidemment ne pas oublier le verre que tu vas tailler dessus et prendre conscience que sur une monture dans un magasin, on a les verres de présentation et pas les verres finaux. Du coup, on n'a pas les épaisseurs, on n'a pas les effets grossissants pour les verres positifs ou les effets diminuants pour les verres négatifs. Donc l'aspect visuel n'est pas forcément concret pour le client tout de suite, mais vous, en tant qu'opticien, vous devez prévoir les choses. Donc on avait fait le lien, bien sûr, vers positif et vers négatif. On avait compris deux choses. Bah, il y avait justement deux phases, d'accord? Première phase, c'était vers quelle taille de calibre, vers quelle taille de monture on allait se diriger, peu importe la métropie, que ce soit du myope ou de l'hypermétrope. On avait vu que, bien évidemment, si la métropie est moyenne ou forte, c'est là où il y a un grand intérêt, hein. Le TP avait grand intérêt justement pour des amétropies moyennes ou fortes, là où les épaisseurs sont importantes et non négligeables. Donc on avait dit que peu importe la métropie, si vous voyez sur l'ordonnance que la métropie est moyenne ou forte, par exemple si c'est sur du myope, par exemple à partir de -2,50, -3, -3,50, et plus bien évidemment. Et pour l'hypermétrope, pareil, à partir de 2,53, on se pose la question, bien évidemment, du choix de calibre. La taille du calibre, c'est très important. Donc on avait vu que si on prenait une grande monture, on va augmenter le diamètre de commande. Et si on augmente le diamètre de commande, vous avez pu le voir en vrai, bah, l'épaisseur au centre va être assez importante, hein, regardez ici. Plus le diamètre est grand, plus l'épaisseur au centre, elle est importante. Donc on va plutôt se diriger vers les calibres plus ou moins réduits. Il faudra toujours respecter bien sûr la morphologie, etc. Euh, pour le myope, c'est pareil. Pour le myope, si on prend une grande monture alors que la myopie est moyenne ou forte, eh ben, on aura des palets de verre avec une épaisseur au bord assez importante, plus ou moins importante. Et donc du coup, bah, une fois taillé, on aura quelque chose de pas très esthétique. En tout cas, un verre qui va se voir à travers la monture. Euh, monture métal ou monture plastique. Ça, c'est un débat qu'on n'a pas trop parlé, mais en vrai, en vérité, c'est très simple. La monture plastique par rapport à la monture métal, donc je parle bien de monture cerclée, hein. La monture plastique, elle cache un peu plus les épaisseurs. Donc ça sera à privilégier pour les amétropies moyennes ou fortes. Bon, peu importe, là, le débat, c'est quelle taille du calibre. La taille du calibre, elle est pareille pour toutes les deux amétropies. On va se diriger vers les calibres les plus réduits possibles pour avoir ce que j'ai appelé dans le cours, pour avoir un diamètre de référence, un diamètre de base le plus petit possible, autour de 65 mm. OK? Donc, si
si malheureusement, voilà, un contre-exemple, si on a une monture pour laquelle il faudrait commander un diamètre 70, 75, voire 80, c'est que le choix du calibre, d'accord? Le choix du calibre n'est pas bon du tout, n'est pas cohérent, étant donné que plus je vais sur les grands diamètres de base, plus j'aurai des épaisseurs soit au centre, soit au bord. OK, donc ça, c'est la première conclusion. On avait dit, ce qu'on va écrire de toute façon ici, hein, ce sera le 4e critère de choix. Donc ça, on l'avait pas noté en cours, mais ce sera la première chose que vous devez écrire. Donc la règle générale, justement, c'est quel que soit donc là je lis, hein, ce qui est à l'écran. Vous pouvez faire pause et l'écrire en même temps. Donc que le verre soit convergent ou divergent, donc peu importe la métropie, il sera fortement recommandé de choisir une monture avec le plus petit calibre possible, tout en tenant compte de la morphologie du client. Donc le premier critère, il ne faudra pas l'oublier, respect de la morphologie avec le fameux écart sphénoïdal. Donc la largeur, on va dire, la cote A, elle est définie, on va dire, plutôt par le premier critère, le critère 1. Et nous, on parle plutôt, voilà, du calibre en général, avec la forme, etc. On veut un calibre plus ou moins réduit qui donne la valeur de référence, c'est le diamètre, donc qui donne un diamètre de base plus ou moins faible. Ça, c'est une première chose. Donc la forme idéale serait la forme arrondie ou tombante, parce que quand on a une forme arrondie, comme celle que j'ai sur moi, ou plusieurs élèves l'ont, hein, d'accord, une forme arrondie, on verra ça en cours, c'est pas très compliqué. Et ben en fait, plus c'est arrondi, plus le diamètre quand on calcule le diamètre, bah, la valeur elle est assez faible. Donc c'est très bien pour les épaisseurs. Donc ça, c'est la première conclusion qu'on a dit. La deuxième conclusion qu'on a posée et qui était très très importante, c'est étant donné, voilà, j'ai choisi mon calibre, j'ai mon diamètre de base, on va dire 60, donc c'est un bon calibre. La métropie est plus ou moins forte, hein, donc à partir de moins de 50, moins 3, et plus de 50 plus 3 pour les différentes amétropies. Et plus, hein, bien sûr, plus la valeur est forte de la métropie, plus le besoin du calibre réduit est important. Et donc on avait dit, voilà, on a notre calibre, on a calculé le diamètre qui est autour de 60, on va dire, et on se pose la question, voilà, je suis au téléphone avec le fournisseur. Quand on commande le verre, on doit commander le diamètre de commande. Et on se pose la question, est-ce que je commande 60 ou plus? Ça veut dire, bon, il n'y a pas trop d'intérêt de commander plus, hein. Dans l'idéal, ça serait de commander le diamètre 60, hein. Mais des fois, il n'est pas dispo ou parce que, voilà, on a tendance à commander par habitude des diamètres plus grands, genre 65 ou 70. La question, c'est est-ce que ça va être pénalisant? Est-ce que ça va être pénalisant pour l'esthétique finale? Est-ce qu'une fois taillé, bah, j'aurais pas plus d'épaisseur que ce que j'aurais pu avoir avec du 60? Donc, on avait dit quoi? On avait dit que si j'ai un diamètre de référence de 60 et que je commande 70, exemple, hein, on a dit que pour le myope, il n'y avait aucune pénalité. C'était pas du tout pénalisant. Le principe, bien sûr, c'est de se rapprocher, donc de prendre un calibre plus ou moins réduit, de se rapprocher du centre, donc de tailler le plus au centre du palais. Ça, c'était l'essentiel pour le myope. Euh, donc imaginons qu'on a 60 mm de diamètre, bah, commander 70, ça ne changera absolument rien, puisque quand on prend un diamètre grand, c'est que le bord qui augmente. Le centre, il reste le même. Donc en vrai, on aura juste un peu plus de verre à tailler. Donc c'est dommage pour l'usure de la machine, mais en termes d'épaisseur visible après taillage, en termes d'épaisseur finale, ça ne changera absolument rien. Pour le myope, ce qui est important, c'est la zone que je vais tailler. Et on veut que ce soit le plus petit, le plus proche du centre. D'accord? Donc en fait, on revient un peu à la première conclusion, il faut un calibre réduit, c'est tout. Ah, maintenant, est-ce que c'est obligé de commander le diamètre calculé? Pas forcément. Ça, c'est ce qu'on avait dit pour le myope. Pour l'hypermétrope, par contre, c'est hyper important. J'ai mon petit calibre, j'ai mon diamètre 60, je commence bien, mais il ne faut pas finir mal, d'accord? Donc là, pour l'hypermétrope, c'est obligatoire de commander ce que j'ai calculé. Donc je prendrai 60 et pas plus. Si je prends 70, déjà mon palais va être beaucoup plus épais au centre. Ça sera un autre verre, c'est vraiment totalement différent. Le centre, il augmente cette fois-ci. Alors que pour le palais du myope, bah, ça n'augmentait pas, c'est que le bord qui augmentait. Donc là, le palais hypermétrope, il sera totalement différent. Je parle du 70 hein, par rapport au 60. Et donc du coup, si je commande 70, bah, une fois taillé, j'aurai, vous l'avez vu, hein, une surépaisseur. Le verre est 2 fois plus gros, et donc c'est pas du tout esthétique. Donc là, pour l'hypermétrope, on a dit que c'était obligatoire de commander le diamètre calculé. Donc on y va. Donc voilà. Donc la règle générale, c'est ce qui est écrit en rouge ici.
et les avantages, justement, on va les lire ensemble, mais vous avez compris. Donc, dans le cas du verre hypermétrope, donc le choix d'un petit calibre permettra de choisir un diamètre utile peu petit. Donc là, c'est intéressant pour l'hypermétrope de parler de diamètre. Je prends un petit calibre pour avoir un peu plus petit diamètre. C'est un peu ça l'argumentation à l'oral. Et on sait que très bien que si le diamètre est petit, bah, ça va optimiser les épaisseurs visibles une fois taillées. Donc il est intéressant justement de choisir le diamètre vraiment juste, celui vraiment que j'ai calculé, nécessaire pour pouvoir monter le verre dans la monture. Donc après, voilà, malheureusement, si on a des montures enfants, c'est la phrase qui suit, hein. Si on a des montures enfants où le diamètre il est 45, 50, donc c'est top hein, pour le verre positif, on aura des épaisseurs au centre très faibles, hein, puisqu'on on a un petit diamètre. Mais le problème, c'est qu'on peut pas, enfin, en tout cas jusqu'à quelques années, on ne pouvait pas le fabriquer, parce que on a vu en l'usine, il y a des ventouses, on va dire, qui sont assez larges, et donc du coup, fabriquer un verre très petit comme ça serait quasiment impossible. Mais Novacell a sorti des diamètres mini, on appelle ça diamètre mini, qui est très très intéressant pour les enfants qui ont une forte hypermétropie, par exemple. Donc, on a vu que pour l'hypermétrope, le diamètre est très important, le diamètre que je vais commander. Donc, si j'ai un petit calibre, c'est bien, mais si je commande du 65 parce que j'ai pas d'autres, j'ai pas des diamètres plus petits, ou alors des 50, 55 alors qu'il fallait 40, bah, c'est dommage. D'accord, on aura une surépaisseur après taillage, donc c'est pas top. Nous, on veut calculer vraiment, si c'est 40, on veut 40. Et ben Novacell a mis en place des diamètres pour les enfants, donc diamètre mini qui va peut-être jusqu'à 30 ou 35, je ne sais plus. Donc c'est hyper intéressant. Ça, c'est pour l'hypermétrope. Petit calibre, mais donc pour avoir un petit diamètre, petite épaisseur au centre, et ne pas oublier de commander le vrai diamètre calculé, et pas plus grand. Pour le myope, on va le lire, plus le calibre est réduit, donc on parle un peu, voilà, c'est un peu à l'oral, hein, comment justifier à l'oral. Pour l'hypermétrope, on avait dit on veut un petit calibre pour avoir le plus petit diamètre, pour avoir un palais assez fin. Pour le myope, l'argumentaire à l'oral il est un peu différent. On va pas parler de diamètre parce qu'on a dit que c'est pas très important, d'accord? Donc on va dire quoi? On va dire plus le calibre est réduit, plus on se rapproche du centre du verre qui est fin. Comme je vous l'ai dit, l'essentiel c'est la zone de taillage. Plus je vais avoir un calibre réduit, plus je vais tailler au centre, peu importe le diamètre du verre, hein, ça on l'a compris. Et ben c'est là où on aura les plus petites épaisseurs. Donc le verre peut avoir un plus grand diamètre que nécessaire, car une fois taillé à la forme de la monture, le verre ne sera pas plus épais ni au centre ni au bord. C'est pour cela que certains fabricants proposent des verres concaves ou verres divergents plutôt, uniquement en grand diamètre, parce qu'ils se disent, bon, peu importe peu importe le calibre, hein, bah, je peux proposer des verres qu'en diamètre 80, ça ne changera rien, puisque le diamètre n'est pas important, ne va pas influencer sur les épaisseurs. Il n'y a que la monture qui influence sur les épaisseurs avec la zone de taillage. Un diamètre spécial, donc un diamètre vraiment, si j'ai 60, il y en a qui vont commander 60, c'est bien, hein, c'est pas grave, hein, c'est la théorie justement. Si j'ai 60, je commande 60, c'est un peu logique. En tout cas, un diamètre vraiment pile ce qu'il faut pour ce type de verre n'a pas grand intérêt, si ce n'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, de limiter l'usure de la machine, puisque avec quelques années d'expérience, vous allez comprendre que la meule de la machine peut s'user, surtout sur des fortes épaisseurs au bord, donc pour les palets négatifs, d'accord? Donc quand vous avez des gros palets de -10, etc., là, vaudrait mieux prendre le bon diamètre. Donc si c'est 60, prendre bien 60 parce que, étant donné que si je prends plus grand que 60, genre 75, bah, mon palais va être très épais au bord. On a dit que ça augmentait avec le diamètre, le bord augmentait avec le diamètre. Bon, le centre, il reste le même, hein. Mais en tout cas, une fois dans la main, le palais sera très épais et la meule va vraiment beaucoup travailler pour le tailler, donc c'est dommage. Donc voilà, pour le myope, l'essentiel en vrai, c'est le petit calibre. Peu importe le diamètre commandé, c'est de tailler, d'avoir une zone de taillage vraiment le plus proche possible. Évidemment, on respecte bien sûr la morphologie. Donc la forme arrondie, c'est pas mal. Ça va casser un peu les angles. On aura un diamètre de base, on va dire, faible. Donc ça sera le signe d'une monture bien choisie. Ok. Donc ça, c'est une chose. Donc vous pouvez faire pause, voilà, pour noter tout ça. Donc je vous laisse noter le quatrième critère. Donc moi je continue à parler, hein, mais vous faites pause. Donc on passe à la suite. Dernière partie du cours, avec le cinquième critère à la clé. Centrement de l'œil dans le calibre.
Donc en fait, ça va faire référence au calcul pardon, ça va faire référence au calcul des décentrements horizontaux et verticaux. Vous vous rappelez forcément du delta H, delta V. Donc en vrai, le delta V, on l'a un peu utilisé, d'accord, pour le champ visuel, dans le critère 3. Mais on a eu hauteur du calibre plus champ visuel. Donc il fallait que l'œil soit un peu plus au-dessus du centre boxing, il fallait qu'il soit dans la partie haute. Donc ça, c'est pour avoir un bon champ visuel. Donc le delta V, on l'a déjà utilisé. Et il restait le delta H qu'on a calculé, on a nasal, temporal, etc. Et donc on avait dit que, bon, on avait juste dit une chose, c'est que l'œil horizontalement ne doit pas être très loin. C'est pas très bon s'il est loin du centre boxing. Genre s'il est trop proche du nez ou trop proche de la tempe. Bon, en règle générale, c'est plutôt vers le nez que ça va se décentrer. En tout cas, voilà, si à partir d'une certaine distance entre le centre boxing et la pupille, si elle commence à être grande, cette distance, ce décentrement, là, ça pourra poser problème pour les raisons suivantes qu'on va énoncer ici. Donc, je lis. Donc, après toutes les notions étudiées, il existe néanmoins un critère qui regroupe des avantages esthétiques et techniques. Il s'agit du centrement de l'œil dans le calibre. En effet, ayant choisi une monture correspondant aux écarts stars et à la morphologie, au calibre le plus réduit possible, il sera judicieux de vérifier également si la pupille du client est bien au centre du calibre. Ainsi, il ne faudra pas que les décentrements horizontaux, alors, ou verticaux, ça vous pouvez l'enlever, c'est horizontaux principalement, soient pas trop importants. C'est pour cela que les écarts pupillaires doivent être mesurés avant le choix de monture. Donc c'est vrai qu'on prend les écarts avant le choix de monture pour voir si les décentrements ne seront pas importants. Je vous rappelle la formule, delta H égale 1 demi de l'écart monture moins 1 demi écart pupillaire. Donc ça dépend de l'écart pupillaire. Donc c'est bien de le prendre avant pour avoir un critère en plus pour argumenter, pour voir si la monture est bien choisie. Donc dans le cas contraire, si bien sûr on a des décentrements horizontaux trop importants, on verra la tolérance. Trois conséquences principales pénalisant en général l'équipement. Donc première chose, comme on le voit sur la photo, bah, c'est pas très esthétique, hein. Voilà. Je vous lis pas la phrase, mais bon, c'est un peu gênant de voir les yeux un peu louchés. On a l'impression que ça louche, hein, puisque la côte A est tellement grande que les yeux vont automatiquement vers le nez. Donc il y a un rapport direct en fait entre le premier critère, on a parlé de la morphologie, donc l'écart sphénoïdal, la fameuse largeur de face. Il y a un lien très fort entre la largeur de face choisie et le décentrement delta H. Plus vous prenez, si vous ne respectez pas le premier critère, si votre largeur de face est beaucoup trop grande, et ben automatiquement le cinquième critère, donc celui-ci, les décentrements, ne seront pas respectés non plus. Parce qu'on aura l'impression que les yeux sont proches du nez, on a l'impression qu'ils louchent, etc. Donc, comme sur la photo, c'est à éviter. Par comparaison, regardez la monture d'en dessous, bah, là c'est beaucoup plus esthétique. Les yeux n'ont pas bougé, hein. Les écarts pupillaires sont toujours les mêmes. Sauf que bah, justement, on a un calibre, une cote A beaucoup plus respectueuse de la morphologie, et on a des yeux qui se recentrent automatiquement. Voilà, visuellement, ils se recentrent, et c'est beaucoup plus esthétique. Ça, c'est, on va dire, la première conséquence qui est assez logique. On évite d'avoir des forts décentrements parce que c'est pas très beau à l'œil nu. Je vous laisserai noter, hein, bien sûr, je vous laisse noter. Après, je mettrai une petite pause. Deuxième conséquence, qui est la plus importante, si la pupille est décentrée, bah, le rayon utile augmentera. Et le diamètre de base, le diamètre de référence, sera plus important, provoquant les effets vus précédemment. Donc forcément, voilà, je vous ai mis le rayon utile en bleu ici, voilà. On voit bien que sur la monture d'au-dessus, le rayon est beaucoup plus grand que sur la monture d'en dessous. Et donc le diamètre de base, le diamètre utile, on va dire, il sera important. Et on a vu que c'est contraire au critère numéro 4, où on a dit qu'il faut un calibre le plus réduit possible pour avoir un diamètre de référence le plus réduit possible. Donc c'est pas top. D'accord? Et enfin, si la pupille est décentrée, dans le cas de forte puissance compensatrice, genre du -10, on observera une différence d'épaisseur selon le pourtour du verre. Ça, je ne peux pas trop vous le montrer en vidéo. Je vous le ferai en classe si ça vous intéresse. Mais comme c'est des cas particuliers où c'est que dans les très fortes vergences que ça pose problème, on verra ça plus tard. Bon, en tout cas, à retenir, voilà, éviter que le détaillage soit trop grand. Et deuxième information, on a vu que ça a un lien très fort avec le critère numéro 1. Donc voici le cinquième critère, donc je vous laisse, voilà, je le lis, après je vous laisse noter. Pour que les yeux soient bien centrés dans le calibre, on tolère des décentrements horizontaux jusqu'à, alors pas 3 mm par œil, mais plutôt soit, on va garder plutôt la fin de la phrase, on va dire 6 mm au total.
Donc, vous faites vos delta H droit, delta H gauche, vous avez des valeurs. Alors, si c'est nasal, c'est négatif, d'accord? Donc, ouais, c'est négatif. Et donc, du coup, vous oubliez un peu les signes, hein, vous mettez en valeur absolue. Si j'ai par exemple -2 et -3, bah, vous faites pas -2, -3, on fait pas -5, d'accord? On veut une valeur positive, donc vous mettez en valeur absolue. Donc, ça fera en tout, en valeur absolue, 5 millimètres. Donc, c'est toléré. C'est toléré. Par contre, si on a sur les deux yeux confondus, donc additionnés, on va dire, un décentrement en valeur absolue qui est au-delà de 6 millimètres, ça veut dire concrètement, ça veut dire que les yeux sont un peu trop décentrés par rapport au sandboxing, et on aura les trois conséquences qu'on a vues au-dessus. Donc, si les décentrements ne sont pas acceptables, il y aura des questions comme ça au BTS blanc. Après le calcul des décentrements, on va vous poser la question, est-ce que c'est acceptable ou non? D'accord? Donc ça, vous calculez votre tolérance et vous voyez, ça rentre dedans. Plusieurs solutions sont disponibles pour régler ce problème. Je vous le donne, on verra ça peut-être en cours. C'est la monture à tenon déporté qui permettra de recentrer les yeux dans le calibre. Voilà, je vous donne la réponse. Je ne vous explique pas plus, mais en tout cas, c'est une monture qui est très intéressante pour ce type de problème. Et je vous laisse noter, moi je continue, vous pouvez faire pause. Alors ça, le reste, l'amincissement, etc., ça on le verra plus tard. Enfin, en tout cas, on prendra peut-être lundi ou jeudi pour le faire, c'est pas très long. Le tableau surtout, on va le refaire ensemble, c'est pas, j'aimerais modifier des petits trucs. Mais en tout cas, voilà, tout ça, vous le laissez pour l'instant. Et pour moi, c'est bon. On va faire le vrai ou faux ensemble, comme ça vous avez un petit peu tout le résumé, et on enchaîne juste après sur l'exercice d'entraînement. Et d'ici dimanche, je vous enverrai en photo un exercice de typique BTS2. D'accord? Comme ça, on pourra travailler ça lundi et jeudi. Donc voilà, j'aimerais bien que vous faites ça ce soir. Vous regardez la vidéo qui sera mise en ligne aujourd'hui, je pense. Et d'ici dimanche, lundi, vous ayez écrit, vous ayez copié, enfin, vous avez écrit sur votre cours et vous avez un peu retenu ce que j'ai dit pour pouvoir passer à l'exercice d'entraînement. Donc on y va, vrai ou faux? Lors du choix d'équipement, il faut choisir la monture avant le vert pour un meilleur résultat esthétique, ça c'est vrai, puisqu'on a dit que la monture influençait le vert et ses épaisseurs, donc forcément, oui. Même le diamètre. Si vous commandez le vert avant la monture, ça veut dire que vous avez commandé le diamètre avant la monture. Et il se peut que le diamètre, dans le pire des cas, soit trop petit, par exemple. Donc forcément, il y a plein d'arguments qui disent qu'il faut prendre la monture avant le vert. Donc c'est vrai. Deuxième phrase, les dimensions de la taille d'une monture sont données par le système boxing. Ça, c'est vrai. Donc les trois côtes A, B, D, hein. Une monture de taille 48-16 possède les dimensions suivantes. Côte A, 48, ça c'est vrai. Côte B, 16, ça c'est faux. 16, c'est la côte D. La côte B, il faudra la mesurer avec une règle, enfin manuellement. Donc c'est faux. Troisième chose, donc pour choisir correctement la taille d'une monture, il est nécessaire de connaître la morphologie du client et les 4 écarts stars. Alors ça a l'air vrai, mais c'est faux parce qu'en fait, on va utiliser qu'un seul écart star, c'est l'écart sphénoïdal, pour valider ou non le premier critère. Donc c'est faux. Critère 1, on commence, l'argent de phase de la monture 2A plus D doit correspondre au mieux à l'écart temporal, ça c'est faux. Il faut que ça corresponde à l'écart sphénoïdal. Qu'est-ce qui doit correspondre à l'écart temporal? On a dit c'est l'ouverture des branches. Il ne faudrait pas que ça compresse au niveau des tempes. Donc après, c'est de l'ajustage, on peut modifier, c'est pas très grave. Quatrième, phrase suivante, il vaut mieux choisir une largeur de face un peu plus grande que l'écart sphénoïdal du client qu'une largeur plus petite, ça c'est vrai. Un peu plus, hein, dans la tolérance, on avait dit 10 à 15 millimètres tolérés en plus. Et des fois, esthétiquement parlant, visuellement, c'est un peu mieux, c'est plus cohérent. Critère 2 et 3. Donc, critère 2, c'est la longueur des branches. Critère 3, c'est la hauteur du calibre et le champ visuel. Donc, la partie haute de la monture doit être au-dessus du sourcil. C'est faux, puisqu'on verra le sourcil dans la monture et c'est pas esthétique du tout. La partie haute doit être en dessous du sourcil. Si le client a des pommettes saillantes, donc des pommettes un peu gonflées, un peu qui sortent comme ça, ce qui pourrait faire bouger la monture lorsqu'il sourit, on pourra choisir une monture Niller ou percée, ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas le savoir de base, mais en fait, sur une Niller ou une percée, on peut modifier la cote B. Et donc, si le bas de la monture touche un peu trop les pommettes, on peut réduire la cote B pour que le verre un peu remonte, comme ça. Voilà. Donc, c'est modifiable. Alors, sur une cerclée, c'est pas modifiable. Donc, si la monture est... Donc, c'est vrai, hein. Si la monture est en plastique et que la branche est trop longue, il n'y a aucune solution.
c'est vrai. Voilà. C'est en plastique, c'est fait d'une seule pièce, il n'y a pas de manchon qu'on peut retirer, etc. Donc c'est vrai. Il faut changer de monture ou alors commander une branche trop petite, plus petite, on va dire, si ça existe, hein. Critère 4. Critère 4, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est l'optimisation du diamètre. On veut avoir un diamètre de base plus ou moins faible. La valeur, c'est 65 mm environ. Après, si c'est une très forte amétropie, on privilégiera plutôt 60, d'accord? C'est dans le meilleur des cas, bien évidemment. Tout n'est pas faisable en vrai, mais je vous donne un peu les consignes. Donc voilà, donc c'est exactement la suite du TP, c'est la suite de ce qu'on a vu la dernière fois, et c'est la suite de ce qu'on a vu tout à l'heure, il y a 2 minutes. Donc on voudrait un calibre le plus réduit possible. Donc critère 4, dans le cas du verre convergent, plus le diamètre est important, plus l'épaisseur au centre augmente. Donc là, on parle du verre non taillé, bien évidemment. Donc on parle du palais. Je vous avais montré des palais de différents diamètres. Donc c'est totalement vrai. Plus le verre positif a un grand diamètre, plus l'épaisseur au centre augmente. Donc c'est pour ça qu'on a dit, vaut mieux pas un grand diamètre. Voilà. Et la suite, donc c'est vrai, et les épaisseurs visibles une fois taillées seront plus petites. C'est faux. Si j'ai un diamètre 60 et que je commande 70, ou même si je prends une monture avec 60 de diamètre ou une monture avec 70 de diamètre, bah, le résultat final sur la monture qui donnait 60 aura un meilleur résultat que sur une monture qui donnera un diamètre 70, puisque le palais de verre est totalement différent. L'épaisseur au centre sera plus importante sur le diamètre 70. Donc c'est faux. Dans le cas du verre divergent, si je prends un diamètre 75 au lieu de 65, les épaisseurs visibles une fois taillées seront inchangées, ce qui ne pénaliserait pas l'esthétisme, pardon. C'est totalement vrai. L'essentiel pour le myope, c'est la zone de taillage. On veut un calibre réduit pour tailler au centre, peu importe le diamètre que tu vas commander. Donc c'est vrai, totalement vrai. Si l'on prend une monture large, A et B, le diamètre de commande sera plus petit. C'est faux, puisque le rayon, quand on partira de la pupille jusqu'au rayon, jusqu'à l'extrémité de la monture, bah, comme la monture est large, bah forcément le rayon sera plus grand, et donc le diamètre sera plus grand également, donc c'est faux. La forme idéale de monture qui permet de commander un diamètre de verre, donc de base, pas très important, et la forme rectangulaire, c'est faux. Sur une rectangulaire, il y a des angles, et s'il y a des angles, le rayon, encore une fois, sera un peu trop grand. Donc on a privilégié plutôt la forme arrondie. Donc c'est faux. Critère 5, donc c'est les décentrements, savoir si l'œil est bien centré dans le calibre. Si les décentrements horizontaux de la pupille sont supérieurs à 6 mm, ils sont acceptables, c'est faux. L'œil, comme on l'a vu tout à l'heure, on aura l'impression qu'il louche, donc c'est pas top. Et bien sûr, le diamètre aussi de base va augmenter, donc c'est pas top aussi. Donc plus les décentrements sont importants, plus le diamètre de commande augmente. Oui, c'est la suite de ce que j'ai dit, parce que si les décentrements sont grands, le rayon sera grand et donc le diamètre utile sera grand aussi. Et donc c'est pas conseillé. Si la morphologie du client est respectée, mais que les décentrements sont trop importants, la question se pose, est-ce que je garde la monture ou pas, puisque les deux critères ne sont pas validés? Je décide de conserver tout de même cette monture. La réponse est oui. Le cinquième critère, donc le centrement de l'œil, ce n'est qu'un bonus. On aimerait que les yeux soient bien centrés, mais si tous les autres critères, dont le 1 et le 3 principalement, sont respectés, c'est bon. Donc c'est vrai. Donc lorsque je monte en indice, l'épaisseur au centre du... Donc ça, c'est des propositions qu'on n'a pas vues, puisqu'on n'a pas fait le cours sur l'amincissement. Donc on laisse tomber. Voilà un peu le vrai ou faux. Vous pouvez faire pause à chaque fois pour noter, etc., etc. Je lance un deuxième enregistrement pour l'exercice, on va dire d'application. C'est pas l'exercice, ça s'approche un peu de l'exercice type, mais ça sera un peu plus complet. Voilà, donc j'arrête l'enregistrement et je vous relance sur une deuxième vidéo.